Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Lobvet. Conférencier, auteur, Franck nous propose une parole qui sort des sentiers battus et une parole percutante. En fait, j'en peux plus de ce développement personnel qui te promet monts et merveilles et que tu vas attirer une vie heureuse. J'en peux plus d'entendre ça. Oui, tu vas entendre du non-développement personnel. Avec Franck, j'ai eu le sentiment d'ouvrir la porte sur toute une autre manière de voir la vie. Fixez-vous des objectifs, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous que la vie ne vous les demande pas. Et que donc, si vous n'atteignez pas ces objectifs, vous n'êtes pas des personnes qui échouaient. Et si vous les atteignez, vous n'êtes pas des personnes qui réussissaient. Vous êtes simplement des personnes qui jouent. Cet échange m'a déstabilisé, mais m'a aussi poussé sur le chemin du lâcher-prise. Pour moi, la vie est quelque chose de totalement gratuit. C'est-à-dire que la vie n'entretient pas avec nous un espèce de désir abrutissant et tout à fait occidental de « je veux que tu remplisses une mission » ou « je veux que tu donnes du sens parce que tu comprends, il faut absolument que ta vie soit significative, etc. etc. » Et si le besoin de sécurité n'était qu'un leurre ? Beaucoup de gens cherchent la sécurité et j'aime bien leur rappeler en fait qu'il n'y a aucune sécurité sur cette planète et qu'il n'y a aucun endroit où se cacher. Cet épisode est un échange direct, confrontant, qui va te secouer et, je l'espère, te permettre de souffler un bon coup. Je suis certain qu'après l'avoir écouté, tu ne verras plus ta vie de la même manière. Mais cet épisode est aussi intime. Dans la seconde partie de l'interview, tu découvriras un Franck sensible, touchant, comme je ne l'avais jamais entendu. Voilà ça me bouleverse, mais c'est ça le truc, c'est ça le saut que j'ai failli pas faire et qui aurait été le plus dommageable. Alors prépare-toi, installe-toi confortablement et sois prêt pour une réflexion profonde. Un grand merci au M Social Opéra Paris de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Et n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Tu sais que ça aide grandement ce podcast à évoluer, à grandir, et c'est grâce à vous. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Franck. Bonjour Nico. Comment te sens-tu ce matin ? Bien, ça va. Je vais me réveiller au fur et à mesure de l'interview, je le sens. Ah, bah parfait. Je sais que tu sors d'une semaine assez full, où tu étais, on peut dire quoi, une immersion ? Ouais, en stage, ouais. En stage, où tu as animé combien de personnes ? Il y avait une trentaine de personnes. Ouais. Et je sais que Isobel, avec qui tu travailles, m'avait proposé des soirs, et j'étais là, mais comment il pourrait accepter une interview un soir ? Je me dis qu'au niveau de l'énergie, ça doit être assez dingue. En fait, tu sais, c'est un peu comme un artiste sur scène. Tant qu'il est sur scène, il est nourri. C'est-à-dire que tant que tu captures l'attention de 30 personnes toute la journée, tu peux parler sur une jambe, tu te sens pas fatigué, c'est eux qui sont crevés. Ouais. Et donc en fait, ils te remplissent d'énergie. C'est quand, exactement comme un artiste, c'est quand tu reposes le micro et que tu rentres, que là tu sens tout le truc arriver. Donc voilà. Ouais, donc là on est samedi matin. Là, on est samedi matin, mais je reprends un micro, donc voilà, ça va aller très vite. je vais te prendre toute l'énergie que je peux. J'espère que tu as bien la pêche. Moi, je suis complètement en forme. Je suis ravi de te recevoir, en tout cas, ravi de pouvoir échanger avec toi. Je sais pas du tout à quoi va ressembler réellement cette interview. Donc on va se laisser couler au fil de l'eau, on va dire ça, sur un petit bateau. Se laisser couler ? Non. Allez, on va se laisser couler. Bon, donc pour tout le monde, et ça c'est motivant, on va aider vraiment les gens. Voilà, on va juste se laisser couler ensemble. C'est vrai que dit comme ça. Bref, se laisser, on va naviguer. On va naviguer ensemble. Ok, c'est parti. Justement, si je t'invite à une soirée avec des potes, j'aime bien les soirées à thème souvent, soirées déguisées. Tu débarques, t'es habillé en cow-boy, par exemple. On te demande, tiens, t'es qui, tu fais quoi, tu réponds quoi aujourd'hui ? Je réponds, je suis un cow-boy et lâche-moi les baskets ou les tiags. C'est-à-dire que le premier truc qui viendrait, c'est ne me définis pas à travers ce que je fais. T'es en soirée, tu vis ton truc, t'es déguisé, on est venu pour se marrer et ne viens pas me demander mon CV. Viens, on rigole. Ça partirait là-dessus. Je pense que, évidemment, la question que tu étais en train de me poser, c'est comment tu te... C'est quoi l'intitulé sur la carte de visite, et franchement, je suis en galère avec ça. Ah ouais ? Ouais, parce que, si tu veux, quand j'ai démarré, il y a une douzaine d'années, comme j'étais bien collé au plafond, assez perché dans la spiritualité, l'idée, c'était que je me définissais à travers mes perceptions. Donc, j'étais clairvoyant. Puis, clairvoyant, en fait, ça veut tout dire et rien. Et puis, ça part dans le n'importe quoi.
Et puis au fur et à mesure de mon travail, j'ai cherché à atterrir, c'est-à-dire à être de moins en moins perché, de moins en moins utiliser le monde de la spiritualité pour comprendre les gens et les aider à retrouver le fil de leur vie. Et au fur et à mesure de cet atterrissage, je me débarrasse de tous les termes, de tous les bagages, de tout ce qui tourne autour de cette spiritualité pour revenir simplement à un truc de plus en plus humain. Ouais. Mais alors après, quand tu arrives en bas, il s'avère que finalement mon boulot aujourd'hui, quand je suis en contact avec des gens et que je bosse avec eux, ce que je ressens, j'aurais plus envie de dire que ça part sur de la logique, c'est-à-dire que compte tenu de la question que tu me poses et de comment tu la poses et de l'ambiance dans laquelle je te trouve, tu vois, je vais parler de l'ambiance dans laquelle je trouve quelqu'un par exemple. Là où quelques années auparavant, j'aurais parlé de l'énergie qu'il portait, tu vois, de ce genre de truc. C'est une nouvelle façon de prendre les choses, et les nommer, ça change tout, en fait, la façon dont on nomme les choses. Et aujourd'hui, du coup, voilà, quand on me dit que je suis auteur, oui, bah pourquoi pas, une fois que tu as écrit un ou deux bouquins, on dit que tu es auteur, conférencier, bah pourquoi pas, tu vois, puis ça noie un peu le poisson, puis roule, quoi, tu vois. Ouais, ok. De toute façon, en fait, moi, le livre que j'ai lu, t'en as sorti 2. Ouais. C'est ça, Un homme debout, et je le montre à la caméra, ton autre vie. Ouais. J'en avais souvent entendu parler, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps avant de le lire. Et donc, bon, voilà. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre, que si à un moment donné, on se sent pas un peu paumé, c'est qu'on comprend pas le livre. Je me suis senti totalement paumé. Ok, bien. Ça, j'ai eu plein de fois où je devais relire la page, j'étais là, et j'ai pas dû capter le truc, etc. Toi, tu dis que en fait, t'as été dans la spiritualité. Ok, mais c'était quoi tes rêves quand t'étais petit? C'était quoi ta vie idéale? C'était quoi le Franck petit adolescent? C'était quoi son ambition, ses aspirations? J'en avais pas, hein. C'est-à-dire que j'avais pas de visée. C'était tout se passait tout de suite dans mon enfance. Je savais pas ce que j'allais devenir, et ça rentrait pas dans ma tête. C'était pas que je ne savais pas parce que je pouvais pas répondre à la question, c'est que je n'avais pas la question. La question de qu'est-ce qu'on devient ne m'a pas. Je pense qu'elle a dû surgir chez moi vers 15 ou 16 ans. La question de qu'est-ce qu'on devient. Et jusqu'alors, jamais je me posais la question. Faut dire que moi, à 13 ou 14 ans, je passais encore ma vie à marcher dans les champs, dans les Vosges, à passer ma vie à aller dans les bois, etc., etc. J'avais pas. Il y avait tout un monde qui me manquait complètement. Je connaissais pas la ville, le délire autour, l'émancipation, la réussite, les projets, je ne connaissais pas tout ça. J'étais pas. Est-ce qu'on a besoin de connaître ça? Est-ce qu'on peut pas faire sa vie sans connaître Manifestement, on peut tout à fait, puisque regarde, je vis ma vie sans avoir eu ça, sans avoir eu ces rêves. Donc, si tu veux, j'avais pas de rêve, mais du coup, en même temps, j'avais pas de cauchemar. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de désir de réussite, il n'y avait pas non plus de peur de l'échec. C'était pas dans mon système. On était sur autre chose. En fait, j'étais dans une vie où on vivait, mais cette question-là n'était pas abordée. Et je vivais dans une famille où la question de l'émancipation ou de la réussite n'était pas du tout un sujet, quoi. Mes parents s'en foutaient, tout le monde s'en foutait, on vivait la vie, quoi. Alors c'est drôle parce que en fait, j'ai l'impression que tu reprends ton discours d'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes dans la spiritualité? Ah mais alors, attention, je suis tombé Pourquoi dedans. Tu t'es perché? Tu le dis dans ton livre d'ailleurs, j'étais un perché de service. Je me suis perché parce que j'étais comme beaucoup de personnes, j'imagine comme toi et comme beaucoup d'autres, un garçon assez sensible, et j'étais écœuré par les humains et la vie des humains. Je trouvais que c'était brutal, que le projet était débile en fait, que les humains se comportaient comme ils ne devraient pas, qui passaient leur temps à salir, à créer de la douleur. En fait, j'avais mal pour les humains. Je trouvais ça rude, tu vois. Je comprenais pas vraiment le truc. Et ce que je le comprenais de là où je le regardais, c'était je ne voyais qu'une fabrique à bêtises ou une fabrique à douleur. Tu vois, j'avais vraiment un angle sur la vie qui était voilà, celui d'un garçon sensible qui trouvait que tout ça c'était vraiment trop rude. Et donc très vite j'ai cherché un moyen de me barrer.
En gros, c'était ça. Et donc, mon perchage, si tu veux, c'est une sorte de tentative de suicide déguisé dans l'idée de... Je vais chercher à disparaître de ce monde que je qualifiais de délétère, avec l'idée de me réfugier dans un endroit où tout est beau, tout est rose, et quelque part se réfugier dans les bras du divin, à l'endroit où on devrait être quand on est mort, et quand on n'est plus avec les gens, et qu'on n'est plus concerné par la douleur, la bêtise, la guerre, la violence, etc. etc. Au départ, si tu veux, ça part plutôt là-dessus. Ok, mais tu faisais quoi dans la vie? Enfin, c'est ton quotidien, ça c'était quoi? En fait, je vis la vie au fur et à mesure. Donc, tu vois, tu es au collège, puis tu es au lycée, puis tu vas à la fac. Et puis, à la fac, il faut que tu rentres de la thune pour payer ton loyer. Donc, tu vas travailler, etc. Et donc, je suis parti vendre des trucs parce que j'ai répondu à une annonce qui me disait qu'on pouvait aller vendre des trucs pour gagner de l'argent. Puis, en fait, je savais pas que ça existait. Donc, je suis arrivé pur et naïf dans l'histoire. Et ma naïveté et ma pureté couplée à un bon gros baratineur, ça a fait que voilà, j'ai rentré plein d'argent et puis après je me suis dit ok, ça va être ça l'idée quoi, rendre de l'argent, tout va bien se passer. Ouais. Enfin la question, j'enfonce une porte ouverte, mais j'imagine que l'argent ne rend pas heureux. Ah si. J'enfonce pas la porte alors. Non, la porte n'est pas si ouverte que ça. Non, bien sûr, si, au contraire. Non, l'argent, c'est vraiment extraordinaire pour ça, quoi. Ça donne du choix, et le choix, c'est une sensation de liberté absolue, tout à fait agréable. Donc non, c'était vraiment cool. Mais effectivement, ça s'arrête pas là parce que c'est pas que l'argent n'amène pas le bonheur, c'est que l'argent amène le désir d'argent. Tu vois, souvent, en fait, tu te fais posséder par ta possession. Ça, c'est plutôt une porte ouverte. Mais il y a un peu de ça. Donc, tu rentres dans une espèce de course. Après, l'idée, c'est comment tu gères avec ça, quoi. Dans ce que tu dis, j'ai évoqué juste avant l'interview, on discutait, je disais que j'avais été dans l'immobilier à un moment donné. Et c'est vrai que je pense que j'ai été, tu sais, ce mec qui avait pas de thunes, qui faisait de la musique, qui suivait ses envies, qui à un moment donné s'est retrouvé dans la merde parce que viré de son appart, qui commence à investir dans l'immobilier parce qu'on lui a dit que c'était pas mal et qu'il y avait de la rentabilité. Moi, je me suis dit stop, je vais être rentier à Bali. C'est ça ma vie finalement, et j'irai jouer du ukulélé sur les plages de Bali. Alors effectivement, ça a fonctionné. J'ai investi dans 1, 2, 3 apparts. J'ai commencé à faire du coaching. J'ai gagné beaucoup plus d'argent. Et en fait, j'ai eu le sentiment que oui, ça m'a rendu heureux dans la possibilité des choix, mais en fait, ça m'a aussi fait poser la question, c'est quoi la vie quand on a le choix? Ouais, je comprends. Quand maintenant, ok, je peux globalement, alors je suis pas millionnaire ou quoi que ce soit, mais par rapport à être à découvert tous les mois, j'avais atteint une stabilité où j'étais là, bon, maintenant qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est pour ça que je te pose la question. C'est que finalement là, peut-être, enfin là je fais une supposition, mais est-ce que toi t'es arrivé à un stade où tu t'es posé la question davantage, qu'est-ce que tu pouvais faire avec cet argent, ou t'as toujours eu des idées? Mais je me suis pas posé cette question parce que moi j'ai jamais eu d'argent, j'ai toujours cherché de l'argent. C'est-à-dire que j'étais pas à dire ah tiens qu'est-ce que je pourrais faire de mon argent qui puisse avoir du sens. Il me faut de l'argent parce qu'il va falloir que je mange, que je me mette un toit sur la tête. Puis j'ai eu très vite des enfants. Et quand t'as des enfants, en fait, c'est eux qui te donnent le sens de la vie. T'es pas en train de chercher le sens de la vie quand t'as des enfants. Le sens, il est tout dessiné. Tu vois, c'est faire attention à ce que ça ne meure pas. Donc c'est quand même pas compliqué comme sens. Ouais. Et après, en fait, on peut avoir l'immense luxe de chercher à mettre du sens dans sa vie. Mais moi, je pense que la vie. Nous, on aime beaucoup en Occident se poser cette question, tu sais, c'est-à-dire que notre vie est tellement confortable qu'on peut chercher à lui donner du sens en disant je veux faire quelque chose qui est proche de mes valeurs, quelque chose qui est proche de ma passion, quelque chose qui a du sens. Et l'idée qui est en dessous, c'est je veux vivre de ma passion, ou ce qui est en dessous, c'est je veux remplir une forme de mission, tu comprends. En général, quand les gens disent je veux faire un truc en accord avec mes valeurs, là, je peux te dire que c'est un festival de portes ouvertes. Parce que leurs valeurs, c'est rarement j'ai envie de faire un truc en accord avec mes valeurs qui sont l'égoïsme forcené, l'entassement systématique de pognon, et tu vois, en général, leurs valeurs, c'est pas ça. Les portes ouvertes, là, je veux faire un truc en accord avec mes valeurs parce qu'en fait, si tu veux, je suis touché par l'humain, le travail sur la conscience, l'ouverture du cœur et tout le pataquès qui va autour. Et moi, tout ça, bon, voilà, je ne souscris pas à ce genre de cinéma. Pour moi, en fait, un travail, c'est fait pour gagner de l'argent. Ouais. Parce que c'est la fonction primaire, bête du travail. On travaille en fait pour gagner de l'argent. Et cet argent nous permet d'avoir plus de choix que lorsqu'on n'en a pas. Ouais. Et
je n'aime pas trop l'idée, si tu veux, de donner du sens à la vie, pour une raison toute bête, c'est que pour moi la vie est quelque chose de totalement gratuit. C'est-à-dire que la vie n'entretient pas avec nous un espèce de désir abrutissant et tout à fait occidental de « je veux que tu remplisses une mission » ou « je veux que tu donnes du sens parce que tu comprends, il faut absolument que ta vie soit significative, etc. etc. » La vie, elle a un truc super gratuit qui est, en fait, t'es pauvre, t'es pas pauvre, tu habites ici ou ailleurs, t'es un con ou t'es pas un con, ça n'a aucune importance, je resterai la vie avec toi. C'est gratuit. Vivre la vie... si tu veux, ça ne demande pas d'avoir une certaine attitude. La vie, elle est gratuite. Elle te dit pas, si tu deviens pas ça, ta vie est ratée. La vie ne fait jamais ça. La vie ne considère pas que un enfant qui meurt trop tôt a une vie ratée, qu'une personne qui meurt pauvre a une vie ratée, qu'un escroc notoire qui a entubé tout le monde toute sa vie, un espèce de malfaiteur en col blanc qui n'est jamais attrapé est quelqu'un qui sera puni. Non, la vie, en fait, le soleil continue de briller pour lui et ses enfants peuvent l'adorer et ils peuvent vivre des jours heureux en regardant ses petits-enfants pousser et la vie n'aura aucun avis là-dessus. La vie est d'une gratuité absolue et nous, en fait, on veut la monnayer. C'est-à-dire qu'on a un mal de chien à accepter qu'elle soit gratuite. Je vis, pourquoi ? Pour rien, parce que je suis en vie. Oui, mais alors quel est le sens ? Signifierait presque, oui, mais ok, je veux bien la vivre, mais ça me rapporte quoi ? Rien. En fait, j'aime beaucoup ce que tu dis. Mais j'ai du mal à comprendre comment on prend le recul pour ne pas chercher du sens. Pour ne pas suivre quelque chose qui nous anime. Enfin, tu vois, forcément, je réfléchis avec mon prisme, mais mon prisme, c'est je suis animé par quelque chose, j'y vais. Et je vais chercher à réussir dans ce que je fais. Ou je vais réussir à trouver des réponses dans ce que je fais. Ou avec ce podcast, à trouver des réponses justement sur le sens de la vie. Et là, en fait, tu me dis que du coup, il n'y a pas de sens. Et j'ai du mal à comprendre comment on prend du recul pour réussir à un moment donné d'être dans un truc presque, tel que je l'entends, un peu je m'en foutiste. De la vie, elle est comme ça. Et peut-être revenir au basique d'un enfant, qu'est-ce que tu as envie ? En fait, je comprends ton point avec cette idée de vivre une vie passionnante. Après, moi, si tu veux, j'ai un point de regard qui dépasse simplement mon expérience. C'est-à-dire qu'au-delà de Franck est animé par quoi, je regarde un peu comment ça marche en général. La plupart des gens, tu sais, ils sont juste animés par la survie. Ils sont animés par il faut mettre un toit au-dessus de ma tête et il faut que je remplisse un frigo. Et donc, ils n'ont pas forcément le loisir de rendre leur vie passionnante, de viser la réussite et de se motiver tous les matins pour obtenir leurs rêves. Peut-être que simplement leur rêve, c'est de faire en sorte que leurs enfants puissent avoir des habits à leur taille quand ils vont à l'école. Tu vois, il y a vraiment quand même cette notion-là. Mais c'est même pas à cet endroit-là que je veux aller quand je parle de la vie est gratuite et elle n'a pas de sens. Je veux dire qu'on a du mal avec la gratuité. C'est-à-dire que mon vrai point dans tout ça, c'est la pression sous-jacente que je ressens, j'allais presque dire que je ressens chez toi, mais que je peux ressentir chez beaucoup de personnes. Laisse-moi t'expliquer le truc. Qu'on se fixe des objectifs, je trouve ça formidable. Parce que les humains adorent viser, tu vois, se fixer un objectif, dire j'ai envie d'aller là-bas, je vais y aller. Et en y allant, ils vont découvrir leurs ressources. J'imagine que c'est vraiment l'expérience que tu as fait. À un moment donné, tu t'es dit, bon, j'en ai marre, je peux pas rester dans cette situation, quelle qu'elle soit, que tu parles de l'immobilier ou de ce qu'on est en train de faire maintenant. De l'immobilier parce que tu avais besoin de plus d'argent et de passer à autre chose, ou aujourd'hui parce que tu as envie de plus de sens. Mais à un moment donné, tu te fixes un objectif et tu dis, ok, je vais là-bas, je vais rejoindre ce point parce que ça m'anime. Et là, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu approches de ce point, tu vas découvrir des ressources. Tu vas dire, ah c'est marrant, ça je pensais ne pas pouvoir le faire et finalement j'y arrive. Et puis ça, j'étais persuadé que j'y arriverais jamais, mais là, purée, je suis en train de recevoir cette personne dont j'ai lu les livres et qui m'impressionne tant. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un comme Bernard Werber, etc., tu dois dire, purée, quand même, cette personne qui est là en face de moi. J'avais pas lu ses livres pour le coup. Ouais, enfin, tu vois, ou par exemple, mais tu comprends, tu vis des moments super et tu te dis, mais c'est incroyable comment il y a un écart entre celui que j'étais, celui que je pensais pouvoir être et ce que je suis en train de faire comme expérience maintenant. Ça, totalement, ouais. Et quand tu vois cet espace-là, tu découvres effectivement que se fixer des objectifs, non seulement ça donne une direction, mais en plus ça te délivre des ressources et des potentiels au fur et à mesure que tu marches, parce qu'à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, eh ben, les potentiels surgissent, tu en fais l'expérience et tu deviens. Et ça, c'est extraordinaire, c'est formidable comme sensation. Ouais. Seulement, voilà comment ça se passe pour beaucoup de gens. Ils vont se fixer un objectif. Et cet objectif, si tu veux, ça va devenir pour eux le point dont ils vont se servir pour se situer dans l'espace.
Je t'explique. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont dire des choses comme « j'ai l'impression de tourner en rond en ce moment ». Il y en a d'autres qui vont te dire « j'ai l'impression de stagner en ce moment ». D'autres vont te dire « j'ai l'impression que je prends la mauvaise voie en ce moment ». Mais pour toutes ces phrases qui les situent dans l'espace, c'est-à-dire pour tourner en rond, pour savoir que je tourne en rond, il me faudrait un point fixe de référence qui me permettrait de comprendre que je suis en train de tourner en rond. Pour que quelqu'un puisse dire je stagne, il faut qu'il ait un point fixe de référence qui lui dise comme je ne vois pas le point ni avancer ni reculer, je suis en train de stagner. Pour que quelqu'un puisse dire je sens que j'avance bien en ce moment, il a besoin d'un point fixe qui lui donne toujours sa dimension dans le temps. Et si tu veux, on se sert de ces objectifs, ce qu'on se fixe, pour être le point de référence nous permettant ensuite de nous situer dans l'espace. Donc, je fixe un objectif, j'ai envie de devenir Nico, un super podcasteur. Donc, je pose mon objectif. Et ensuite, fonction de ce point que je viens d'inventer, je vais soit me sentir extra et génial parce que je vois le point s'approcher de plus en plus, et là, je me gratifie de purée, en ce moment, je suis hyper puissant, j'ai découvert des mécanismes dans la conscience, etc. Tu vas avoir des tas de gens qui vont t'expliquer comment, grâce à l'immense force de concentration, de leur pouvoir, de leur travail sur eux, de leur alignement et de tout le pataquès, comment ces gens formidables se rapprochent de leur point. Puis tu as l'autre immensité des personnes qui vont se servir de ce point pour se rendre malheureux. C'est-à-dire, oui, mais je comprends pas, je tourne en rond, j'ai l'impression que je fais un blocage, j'ai l'impression que je tourne en rond, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis après, tu as l'autre immensité des personnes qui vont dire, toujours grâce à ce point, oui, mais moi, de toute façon, je me trompe toujours de route, je fais jamais le bon choix, alors je m'éloigne tout le temps. Et toujours pour se situer dans l'espace, ils vont toujours utiliser ce point de référence. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est que ce point de référence, ça n'est pas la vie qui le demande. À aucun moment, la vie, elle a dit à Nico, tu ne seras pas un humain valable si tu rejoins pas cet endroit-là. À aucun moment, la vie te propose ça. La vie, elle est immense, elle est gratuite. Elle te dit, Nico, que tu sois là ou là, je t'aimerai. Partout où tu seras, Nico, je t'aimerai. Mais nous, on invente un point, et avec ce point, on se rend heureux ou malheureux. Et c'est ça qui me pose problème. C'est quand tu as créé un point, un objectif, et que grâce à ce point, tu vas tous les jours te traiter de merde parce que tu n'as pas atteint ce point. Ou que tu vas tous les jours te traiter de génie parce que tu t'es rapproché d'un point que tu as inventé toi-même. Tu captes ? Oui. Donc se glorifier pour un point qu'on a inventé, ou se maltraiter pour ce même point qu'on a inventé, je trouve que c'est un outil qui fait mal et qui sert que, si tu veux, à te donner des bonnes et des mauvaises notes fonction de où tu te trouves dans l'espace. Et pour se situer dans l'espace, on a besoin de ce point de référence. Donc, juste parce que je sais à ce point-là, si tu veux, excuse-moi, mais je sais à ce point-là de quand je parle de ça, que le premier truc qui naît dans la tête des gens, c'est oui, mais on a quand même besoin d'objectifs, on peut quand même pas ne rien désirer. Et ça n'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Je suis vraiment en train de dire, continuez de désirer des choses, visez, ayez des objectifs. C'est important pour les ressources, pour se découvrir et pour y aller. Par contre, rappelez-vous que c'est un jeu entre vous et vous. Un jeu entre vous et vous. Ça n'est pas si sérieux. Et pour moi, c'est hyper important de dire ça parce que les gens oublient en fait que le point qu'ils fixent, c'est eux qui le fixent. Et ils oublient tellement bien ça qu'ils pensent que c'est la vie qui leur demande d'aller là. Et du coup, ça devient vital. Et du coup, leur douleur est réelle quand ils n'arrivent pas à s'approcher de ça. Et c'est important de leur rappeler, hey, vas-y, on se détend. Tu arrives à cet endroit-là, c'est formidable, mais attends, c'est toi qui l'avais fixé le point. Et tu n'y arrives pas, c'est pas si grave. Tu sais, c'est qu'il y a un jeu entre toi et toi. Tu peux aussi désigner un autre point. Détends-toi. Mais en tout cas, ne te fais jamais croire que c'est la vie qui te demande d'aller là. Mais comment tu fais par rapport à la comparaison ? Parce qu'en fait, dans ce que tu dis là, quelque part, si on prend pas le bon point pour justement, qu'on n'a pas le bon point d'accroche, en fait, aujourd'hui, je trouve avec Instagram, avec même la vie en règle générale, il y a des gens qui réussissent, on s'entend, mais qui pour la personne semblent réussir sur Instagram, même si on sait que c'est une vitrine. Et quand tu disais je rebondis sur de ce que tu disais par rapport au podcast, j'ai aussi réalisé qu'on rencontrait des gens qui peut-être m'inspire, mais en tout cas une certaine fierté de les avoir. J'ai aussi souvent remarqué que c'est des gens tout à fait normaux, et souvent je découvre les coulisses qu'on voit pas sur les réseaux et qu'en fait ils ont des problématiques des fois bien pires que les miennes. Donc je suis un peu redescendu quand même là-dessus en me disant tous ces gens que je mets sur un piédestal, finalement des fois c'est pas si joli. Mais j'espère qu'on va pas découvrir à la fin qu'Instagram n'est qu'une vitrine. Non. Là, je serais déçu. On sait que c'est une vitrine, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est baigné dans un monde d'images.
en règle générale. Tu le dis d'ailleurs aussi dans ton livre, ce que tu expliques, le personnage qu'on présente. Mais selon les personnages qu'on présente, on présente aussi une forme de vitrine, en tout cas. Bien sûr. Et donc on est en lien avec le regard des gens, toujours, bien sûr. Comment on vit dans ce monde, quelque part, où j'ai envie de te dire, on va rencontrer la vitrine de l'autre constamment. Que ce soit sur Instagram, que ce soit quand on rencontre quelqu'un qui va montrer potentiellement le meilleur de soi, sauf si c'est la victimisation plus. Mais ça peut être le héros. Non, mais j'ai bien compris ta question. J'ai bien compris ta question. Tu vois, tout à l'heure, tu disais l'argent fait pas le bonheur, et je te répondais si, évidemment, et dans une mesure raisonnable. C'est-à-dire qu'effectivement, réunir les paramètres extérieurs de la richesse, ça va créer quelque chose chez moi. Donc, réunir une grosse bagnole, une belle maison, des voyages, etc., ça va déclencher chez moi des sentiments agréables. Mais comme tu as pu le percevoir, et c'est ce que tu es en train de me dire, tu as reçu des gens qui avaient les moyens de tout ça, et qui pour autant se traînaient des problèmes, des angoisses, des hauts et des bas. Ça va ? Ouais. Ce que je te décrivais à travers l'idée de se rappeler que le point qu'on se fixe et auquel dont on s'acharne à essayer qu'on s'acharne à rejoindre, quand on fixe ce point et qu'on oublie en fait que la vie ne nous propose pas ça, que c'est juste un jeu entre nous et nous, et que ça devient super sérieux, on se retrouve dans une forme de pression, qui est la pression à rejoindre, la pression à atteindre, la pression à réussir. Seulement, si tu veux bien regarder le truc comme ça, pour la plupart des gens, après, n'oublie pas que ton regard est tourné et filtré par l'image, la réussite, c'est aussi ton boulot. Hein, donc, tu es beaucoup lié à ça. Mais globalement, regarde, les gens, ils ont vécu la pression dans leur maison quand ils étaient petits. Il faut grandir, il faut être un bon gamin, il faut être sage, il faut bien se débrouiller, il faut surmonter les petits obstacles de l'enfance. Puis après, tu es à l'école, et à l'école, tu vas encore subir une pression de malade. Il faut faire partie des gagnants, il ne faut pas te faire harceler, il ne faut pas te faire humilier, il faut avoir des bonnes notes, il faut encore y arriver. Puis tu vas arriver dans le monde de l'adulte, où on va te retirer le tapis sous les pieds, on va dire maintenant c'est toi qui vas te démerder tout seul, et il faut retourner encore à cette pression, réussir, ne pas te tromper, faire les bons choix, si tu en plus entraînes des gens avec toi, donc un conjoint, une conjointe, des enfants, etc., là encore la pression. La pression sociale, mais la pression de manger, de tout ça, tous ces trucs-là, cette pression-là. Et cette pression, elle est quelque chose qui peut vraiment détruire n'importe quelle beauté de n'importe quelle vie. Si tu veux, tu peux avoir une vie extraordinaire. Moi, je parle beaucoup avec des artistes, notamment des humoristes, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je suis hyper drôle. Et, mais tu l'es, en plus. Enfin, oui, là, je pense qu'il vaut mieux qu'on le précise quand même. Et du coup, non mais bon, je parle avec des artistes, et en fait, cette pression-là, la plupart du temps, elle peut aller jusqu'à détruire le bonheur qu'ils sont en train de vivre. Tellement la pression à redescendre, tellement la peur de retomber, tellement la pression à continuer d'être en haut, tellement la pression de devoir constamment amener du neuf, être dans le jeu, être sur le fil, etc., etc. Ça, c'est extrêmement violent à vivre. Mais si tu veux, cette tension-là, on la connaît depuis qu'on est petit. Alors si en fait se fixer des objectifs, puis ensuite chercher à les atteindre, nécessite de continuer de vivre dans cet espace de tension, je pense que c'est tout à fait contre-productif. Et effectivement, tu parlais du monde de la comparaison, et de voir d'autres gens réussir, et d'avoir envie de réussir, etc. Si tout ça t'amène simplement à vivre dans la tension, la pression, en fait, tu peux avoir tous les paramètres extérieurs de la réussite que tu veux. Si tu as une vie, je peux le dire, allez, si tu as une vie de merde parce que tu vis sous pression, tu as une vie de merde, quelle que soit la vitrine que tu peux présenter. Et je crois en fait qu'il faudrait d'abord s'attacher à dans quel bain je vis. Dans quelle ambiance je vis. Tu vois, l'ambiance dans laquelle on vit. Est-ce que tous les jours, tu vis avec un espèce de sentiment que t'as un devoir d'école que t'as pas fait? Tu sais, tu te rappelles quand t'allais à l'école et que le week-end se termine, c'est dimanche soir, t'as pas fait tes devoirs, et tu sais que t'as un putain de truc à rendre pour lundi matin. Tu connais cette espèce de pression? Bah, quand t'es grand, en fait, c'est une facture que t'as pas réglée. Tu vois, mais elle est là. Tu le sais, en fait, il y a un truc, il y a ce courrier-là, putain, j'ai encore pas répondu à ça. Et ben, cette pression-là, elle est capable de te pourrir n'importe quelle vie. Et quand tu vis dans cette tension permanente,
il faut bien comprendre que le premier truc dont tu devrais t'occuper, c'est l'ambiance dans laquelle tu vis. Et c'est pour ça que j'engage nos auditeurs aujourd'hui à fixez-vous des objectifs, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous que la vie ne vous les demande pas et que donc si vous n'atteignez pas ces objectifs, vous n'êtes pas des personnes qui échouaient. Et si vous les atteignez, vous n'êtes pas des personnes qui réussissaient. Vous êtes simplement des personnes qui jouaient. Alors dans les personnes qui jouent, il y a des gens qui jouent à réussir tout, il y a des gens qui jouent à échouer tout. Mais des fois, selon tes critères, il y a des gens qui échouent et qui sont heureux parce qu'ils ne vivent pas dans la tension. Et selon tes critères, il y a des gens qui réussissent, mais qui en fait échouent, parce qu'ils vivent dans une tension permanente. Là, ce que tu dis, mon podcast, les gens considèrent que je réussis. Pour moi, mon podcast, il n'y a pas assez d'écoute, c'est jamais assez bien, les vidéos sont pas assez de bonne qualité, j'ai pas assez de bons matos. Et en fait, je me rends compte que limite ce que je renvoie, mais sans, parce que je suis très transparent dans mes podcasts et je cherche pas à rendre joli ce qui ne l'est pas. Mais au fond de moi, effectivement, ce podcast, il est pas à la hauteur de ce que je voudrais. Et je trouve que c'est une prison. Quand tu parlais de devoirs non faits, en fait, quand tu as parlé de ça, quand je faisais de l'immobilier, il y avait toujours ces devoirs à faire. Quand le podcast, faut tout le temps faire du montage, faut toujours avancer, toujours avoir des meilleurs invités, etc., etc. Et là, t'es au top. Hein. Je me dis que ça s'arrêtera jamais et effectivement ça crée une angoisse permanente. Exactement. Et que là on n'est pas totalement dans le c'est pas cool en fait là, enfin même là dans discuter avec toi c'est pas top. Ben voilà, déjà voilà, bienvenue. Ça me fait plaisir, c'est très agréable. Et en fait, on coule du coup. Ça y est, c'était prévu. On coule. Mais c'est vraiment pour moi, tu vois, si tu veux, c'est que avant de réunir tous les paramètres, c'est-à-dire d'avoir les caméras extraordinaires, le cadre extraordinaire, tout ce que tu rêves de faire, etc. Avant tout ça, il y a un truc super important, c'est la détente de Nico. Qu'il soit dans un truc où il est content, il est bien. Parce qu'en fait, il n'est pas constamment en train de se dire « ma vie sera meilleure quand je serai là-bas », mais en train de se dire « en fait, la vie m'a jamais demandé d'aller là-bas, c'est un jeu entre moi et moi, donc je vais y aller à la cool ». Parce que avant tout, j'ai envie d'être sympa avec Nico, j'ai envie d'être gentil avec Nico. Et si tu veux, je t'ai parlé tout au début de notre interview de l'atterrissage, c'est-à-dire de sortir du perchage et de l'atterrissage. Le premier élan, c'est ça, c'est redevenir gentil. Parce que quand j'étais perché, je vivais dans le monde où il faut être pur. Tu sais, parce que vraiment, attention, c'est des ayatollahs là-haut. Il faut être pur, il faut être aligné, il faut être dans l'instant présent, il faut être dans l'amour, il faut être dans l'accueil, il faut être dans le pardon. En fait, il faut être tout sauf moi, en gros. Et ça te met dans une espèce de pression monstrueuse. Et c'est l'envie d'être gentil avec moi et les autres qui m'a ramené à redescendre à un endroit où justement on arrête de qualifier les gens en fonction de t'as réussi ou t'as échoué, où on arrête de qualifier les gens quand ils sont habillés en cow-boy à leur demander alors toi tu fais quoi dans la vie quand t'es pas habillé en cow-boy, où on redescend dans un truc de gentillesse, vraiment de base, et cette gentillesse qu'on pourrait proposer aux autres, faut peut-être te la proposer à toi dans la foulée en te disant écoute, t'y vas, t'inquiète pas, regarde, la route est ouverte et tout se passe bien, mais en attendant, vas-y détends-toi gros. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi j'ai un atout peut-être aussi qui est je suis passé très très près de la mort d'une manière assez sérieuse il y a une dizaine d'années. J'ai fait un AVC. T'avais quel âge? J'avais 40 ans. Ouais. Et j'étais vraiment en pleine forme. Et voilà, il y a une malformation dans une veine qui a pété, qui a fait que bon. Et le chirurgien qui a réussi à emboliser ce truc-là m'a dit bon, ça a pété mais ça repètera. Et ça, c'est à un endroit où normalement si ça pète, les deux options c'est tu meurs ou t'as une chaise roulante, tu vois. Donc c'est moyen. Mais ça m'a amené dans un sentiment d'immédiateté qui me permet, si tu veux, de vivre comme si j'avais 90 ans. C'est-à-dire en fait, je suis toujours déjà arrivé. Je suis toujours un peu dans du bonus, si tu veux. Donc, ça te permet de vraiment pouvoir rester tranquille. Tu vois, la vraie réussite de la vie, pour moi, elle se pose comme ça. Et je le vois vraiment avec mes enfants. Pour mes enfants, la première injonction que je leur pose, c'est sois heureux, comme la plupart des parents. Mais très vite, elle est remplacée par un autre truc qui s'appelle sois vivant. Tu comprends ? Et si tu parlais avec tes parents, ou n'importe qui parle avec ses parents, ils verraient très vite que derrière sois heureux, il y a surtout, en fait, si tu n'arrives pas à être heureux, tu sais quoi, c'est pas grave, sois vivant. Et quand tu as ça, là, tu prends conscience, en fait, que c'est ça le fameux objectif de la vie. C'est quoi l'objectif de la vie ? Vivre. Donc la vraie seule injonction qui est posée au-dessus de ta tête, c'est sois vivant.
Et quand tu es à cet endroit-là, tu es vraiment en train de t'occuper de l'ambiance dans laquelle tu vis. De la fameuse ambiance qui fait que tu sois occupé à échouer ou occupé à réussir. Le vrai truc, c'est l'ambiance dans laquelle tu vis. Tu captes ? Et quand tu t'occupes vraiment de l'ambiance, plutôt que de t'occuper des paramètres, c'est-à-dire les paramètres extérieurs qui seraient censés t'amener de la joie et machin, tu t'occupes vraiment du seul truc important, c'est l'ambiance dans laquelle tu vis. Parce que le truc, c'est que pendant que tu es en train de marcher vers ta réussite, tu vis dans cette ambiance. Et une fois que tu auras réussi des millions et des millions et des millions devant toi, tu seras toujours dans ton ambiance. Le seul truc qui t'accompagne toute ta vie, c'est ton ambiance. C'est étonnant quand tu dis ça, parce que ça me connecte au fait que souvent quand je bosse beaucoup, tous les ans je me prends 2 mois à l'étranger. Et j'ai l'impression de tout couper et de venir dans une ambiance où je me sens bien, où il n'y a plus d'attente, où il y a du lâcher prise. Il y a un montage à ce qu'on fait là ? Ouais. Merci. Ah, moi, je sais jamais si je suis en ligne droite ou pas. Mais parce que je peux répondre à cette question en te parlant à toi. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas le moment où tu coupes pendant 2 mois que t'es bien. Que quand tu coupes pendant 2 mois, t'es bien pendant 1 semaine et demie. Et qu'après, tout doucement, remonte l'anxiété d'avoir disparu. Remonte l'anxiété de pas être dans le game, remonte l'anxiété de te sentir inactif, et que tu te forces à cet endroit-là parce que ça renvoie, parce qu'il y a une plage, parce qu'il y a des palmiers, et parce qu'il y a quelqu'un qui t'amène la bouffe, que tu es dans le confort et dans la réussite, alors qu'en fait c'est les moments les pires d'angoisse pour toi. Et que les vrais moments où tu es à fond, où tu adores être toi, où tu sens que l'ambiance est bonne, c'est quand tu viens de te taper 5 heures de montage d'affilée, que t'en peux plus, mais que tu es hyper content de la petite perle que tu viens de fabriquer là, et que c'est là en fait que tu sens vraiment la bonne ambiance autour de Nico. Et que en fait Nico, il aime bien être fatigué, il aime bien avoir travaillé, il aime bien savoir qu'il est aussi un artisan et qu'il n'a pas volé ses heures de plage. Et que quand il est à l'autre bout du monde, au bout d'un moment, en fait, cette espèce de paramètre extérieur de réussite qui consiste à se retrouver le cul au bord d'un lagon, au fond, c'est certainement pas ça qui sécurise le gars, qui lui donne l'idée de la vie, c'est ça. En plus là, tu t'as peut-être pas toutes les. Enfin, en vrai, quand je suis en Colombie l'année dernière, je vais faire une retraite de yoga. Ensuite, je vais faire du chamanisme ayahuasca. Ça en devient des podcasts. Je raconte qu'est-ce que j'ai vécu. Je fais des rencontres. Je fais des plans cul. Et comme ça, je mets dans le podcast pour dire que j'ai lâché prise et que j'ai pu séduire à nouveau. Oui, mais non. Donc finalement, il y a quand même beaucoup. Tu parlais de sécuriser. Je sais que je t'ai souvent entendu parler de la sécurité. J'ai le sentiment que la sécurité, globalement, c'est quelque chose que les gens recherchent. En quoi, je sais plus la phrase que t'as... Oui, c'est ça. T'as dit une fausse sécurité, notre vie peut s'arrêter à tout moment. Comment on sort de cette sécurité ? De cette insécurité ou de cette sécurité ? De quoi tu voudrais sortir ? En fait, de vouloir quelque part une forme de sécurité. Genre... chacun a son niveau de sécurité, mais ça peut être propriétaire, gagner de l'argent, avoir des enfants, une famille construite. Bon, je te charrie parce que je sais où va la question, je sais de quoi on est en train de parler. Effectivement, beaucoup de gens cherchent la sécurité, et j'aime bien leur rappeler en fait qu'il n'y a aucune sécurité sur cette planète, et qu'il n'y a aucun endroit où se cacher. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, moi j'étais là, tranquille, au bord de ma piscine, en Provence, personne à 30 km à la ronde, j'étais juste là avec mes 3 enfants et je me suis écroulé pour mourir et j'ai juste pu donner le téléphone à mon fils en lui disant appuie sur le 1 et le 8. Et ça arrive comme ça. Là je sors d'un stage et il n'y a pas un stage où j'ai pas une affaire comme ça, où j'avais une femme qui était là et qui un soir a reçu un coup de fil de la gendarmerie lui annonçant que son fils venait de perdre la vie sur la route. Et pour ça, si tu veux, il n'y a pas de masse d'argent, il n'y a pas de masse d'amour qui te mettent à distance de ça. Et moi, en fait, j'en peux plus de ce développement personnel qui te promet monts et merveilles et que tu vas attirer une vie heureuse. J'en peux plus. J'en peux plus d'entendre ça. On n'attire pas les événements. Les événements sont là. Le réel, il est là. Le monde, il est là. Et notre pouvoir, en fait, il est pas sur je vais attirer ceci, et puis du coup, je vais réussir, et puis grâce à mon immense alignement, Dieu va me remercier en ne tuant pas mes gosses. Faut arrêter les conneries. Moi, je peux pas avec ça. Le réel, il est là. Et en fait, le pouvoir que tu as, toi, c'est comment tu vas prendre les choses au jour le jour.
Quand tu entends une phrase, comment tu vas la prendre? Quand tu reçois une facture, comment tu vas le prendre? Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, comment tu vas le prendre? Quand tu échoues quelque chose, comment tu vas le prendre? Et quand tu réussis quelque chose, comment tu vas le prendre? Et ton pouvoir, il est sur comment tu vas prendre la vie, mais sûrement pas de te fabriquer une vie qui va te permettre de te retrouver à l'abri de la douleur et de la mort. Ça n'existe pas. Et j'aimerais bien, enfin moi j'aime bien en tout cas dans mon boulot, réveiller les gens en leur disant laisse tomber, l'idée de la sécurité, il n'y en a pas. Donc le seul truc que tu puisses faire, finalement, c'est te dire pour le moment, je marche. Et je vais essayer de marcher le plus droit possible. Je vais marcher le plus droit possible parce que déjà je suis un être humain et maintenant j'ai envie d'être fier d'être ça, donc je marche droit, j'arrête d'avoir honte et de cette human bashing, je marche droit, je marche vers ma vie et je marche. Je marche droit aussi parce que j'ai des ancêtres, j'ai des parents, puis j'ai un grand-père, puis j'ai une grand-mère, puis j'ai etc. Et pour eux, et par dignité, je me tiens et je marche. Et si d'aventure, à un moment donné, ça fait mal, parce que la vie est la vie, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une santé, parce qu'il y a des gens autour de nous, si un jour ça fait mal, on paye l'addition. S'il y a une addition à payer, on la casque. Mais on va pas se mettre à vivre comme des rats, à essayer de trouver des niches et des cachettes et des machins, en pensant qu'à un moment donné, tu as une dose d'argent, une dose d'amour, ou un alignement qui te permet de ne pas recevoir le coup de fil que cette femme a reçu. Et tu vois, c'est ça l'idée autour d'en finir avec l'idée qu'à un moment donné, on puisse se retrouver en sécurité. Sécurité de quoi? J'ai l'impression de voir une forme de contradiction avec un autre point que tu peux aborder. Il y a cette idée, en tout cas dans le livre, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais qu'on attire les choses à nous de par notre énergie. Oui, c'est souvent compris comme ça. Et effectivement, tu vois, quand je te disais au début de notre échange, que j'allais changer les mots pour changer là où ça emmenait les gens. Ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que je te disais à l'instant que notre pouvoir, c'est de prendre les choses comme on veut. Ouais. Imaginons que pour des raisons X ou Y, tu te mettes à tout prendre mal. Tu vois, mais comme un énervé. On en connaît des comme ça, tu sais, des gens qui ont constamment l'habitude d'être persécutés, ou que les gens les emmerdent, ou tu vois, et alors ils vont avoir une façon de prendre un truc qui se passe sur le trottoir, un truc qui se passe dans la rue, un truc qui se passe dans leur boîte aux lettres, un truc qui se passe dans leur chambre à coucher, pour te donner autant d'exemples, et à chaque fois en fait qu'ils vont être face à une proposition, c'est-à-dire un événement dans leur vie, ils vont toujours choisir le même angle, le prendre mal, s'énerver, oui, machin, de toute façon, j'en étais sûr, comme d'habitude, c'est encore moi qui nanani, nanana, et puis je te préviens, etc. Tu vois, imagine que tu sois une personne qui prenne tout le temps la vie comme ça. Donc c'est les gens dans la rue, c'est les gens à l'hôtel, c'est les gens au restaurant, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frangin, c'est partout. Ouais. Et tu verras qu'une personne qui se comporte comme ça dans la vie finit par avoir une vie de merde. Ouais. Et c'est de ça dont je parle en fait dans le bouquin. C'est qu'à force, tu as toujours le choix de comment tu vas te comporter. Et effectivement, ce choix, il est gratuit. C'est-à-dire que la vie, elle te demande rien. Elle te dit pas, faut bien prendre les choses, il faut aller voir le positif en toute chose. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir que c'est toi qui prends les choses comme tu as envie de les prendre. Ouais. Ce qui sous-entend donc que t'as pas attiré ton accident à 40 ans. Mais jamais de la vie. Voilà, c'est ça. L'événement, il est là. Et comment je le prends? Ça, c'est la question. Est-ce que je le prends pour dire oui, vous vous rendez compte et machin, etc. Ou est-ce que je le prends? Il y a plein de façons de le prendre. Mais la façon que j'ai de prendre les choses, ça fait qui je suis. Si en fait, lorsque tu entends une phrase quand t'es ado. Tiens, dans ce bouquin, il y a cette phrase-là. C'est un papa qui voit sa fille descendre l'escalier, habillée d'une certaine manière, et qui lui dit « Tu vas sortir habillée comme ça ?» Et là, dans cette phrase-là, il y a tout. Il y a plein d'angles. On peut prendre le truc en disant oui, mon père, il m'a traité de pute, tu sais ce qu'il m'a dit que je pouvais pas sortir comme ça, etc., etc. C'est un angle de vue sur cette phrase, tu vas sortir habillé comme ça. Et il y a un autre angle de vue qui est mon père a peur pour moi. Mon père a peur pour moi parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, dans les rues, dans les machins, etc., et il a peur, sûrement à cause de ma jeunesse, peut-être de ma naïveté, peut-être de mon adolescence, mais il a peur pour moi. C'est la même phrase. Tu vas sortir habillé comme ça. Et cette phrase, qui peut être maladroite, qui peut être mal prononcée, cette phrase-là, en fait, elle a plusieurs angles de vue. Et selon l'angle, tu vas vivre une vie ou une autre. Soit je le prends comme mon père m'a traité de pute et ça fait de moi quelqu'un, soit je le prends comme mon père s'inquiète pour moi et ça fait quelqu'un d'autre. Soit dans ce cas-là, tu es une personne qui pense que ton père est malveillant et te veut du mal, et que lui il est le mal et que toi tu es le bien, et que ta famille est dysfonctionnelle, et que ton père est toxique, etc., etc. Et tu peux faire une vie là-dessus, ou tu peux te dire, mon père ne sait pas comment me voir en fait que j'ai grandi, que je suis plus une gamine, et il serait temps qu'il arrête de s'inquiéter comme ça. Et tu penses que c'est inné ?
Parce que, en fait, tu vois, j'imagine qu'on a des tendances à agir. J'ai le sentiment qu'en fait, la personne que tu es, tu l'étais déjà en fait à 10 ans. 15 ans. Je fais une projection, j'en sais rien. Oui, je comprends. Et que tu es passé par différents chemins pour revenir finalement à quelque chose de la vie, c'est la vie, elle est comme ça. T'as le sentiment qu'on peut réellement changer sa nature profonde de notre... Les deux, mon capitaine. Vraiment. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai le sentiment que Nico, avec qui je parle, j'ai aucune difficulté à le voir quand il a 5 ans. Et j'ai aucune difficulté à voir à quel point il est toujours resté profondément loyal et fidèle à qui il était depuis le début. Et simultanément, on peut voir les points de bascule, c'est-à-dire comment te dire ça ? Il faudrait que je trouve une image, mais je l'ai pas là. Mais si tu veux, c'est comme si on avait une espèce de trace, une identité, une empreinte qui reste tout le temps, qu'on retrouverait quoi qu'il arrive. Et à l'intérieur de ce truc qui est nous et qui restera nous, on a cette possibilité, sans cesse renouvelée, de prendre les choses comme on veut. Et si, par exemple, tu te mettais à les prendre un peu autrement, puis à les prendre encore un peu autrement, puis à les prendre un peu autrement, mais un jour, ton angle de vue sur la vie aura changé. Alors Nico sera toujours Nico, mais la façon qu'il aura d'aborder le monde, les gens, etc., aura tellement changé que ce ne sera plus le même Nico et en même temps le même. On est malléable, en fait. C'est un peu de la pâte à modeler, quoi. On est malléable et en même temps, la pâte à modeler restera la même. Ouais. Ça va ? Mais elle va bien bouger, mais elle restera la même. On a un peu l'image. C'est-à-dire que si tu prends ta pâte à modeler, il y a le pot violet. Donc le pot de pâte à modeler violet, ce sera toujours le même depuis le début, mais il est malléable. Mais ça reste le violet, c'est pas le bleu. Ouais. Donc effectivement, il y a ce truc qui reste depuis toujours, mais qui reste malléable. Et pour moi, ce qui est malléable, là-dedans, ça n'est pas ce que je vais appeler le travail sur moi, etc., mais ça va être rester constant dans cette idée. La vie est une proposition, et tu la prends comme tu veux. Et c'est à force de prendre les choses d'une certaine manière que tu fais ce travail de malléabilité. Ça me fait penser... J'ai été voir des chamans l'année dernière pour comprendre comment lâcher prise. Donc j'étais faire de l'ayahuasca. Et on m'a dit, quand même, la vie, elle est pas contrôlable. Donc pourquoi tu veux la contrôler ? Très bien. Bon, j'ai fait mon expérience. Et en fait, j'ai été voir un psychiatre en novembre qui m'a dit, globalement, vous allez faire une thérapie comportementale et cognitive parce que j'ai pas de pilule pour vous organiser davantage. En fait, vous travaillez beaucoup parce que vous avez un manque d'estime personnelle. Donc vous cherchez l'amour chez les autres. Bon, très bien, j'ai pas de grandes révélations non plus, je connais un peu, mais je faisais de la musique à 15 ans, il y avait un besoin d'être aimé déjà, c'était pas nouveau. Et en faisant la thérapie comportementale et cognitive, j'ai compris en fait que le contrôle était pour enlever l'anxiété que je ressentais chez moi. Et c'est vrai que de ce que tu dis là, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on peut se modeler davantage et faire des petits changements où aujourd'hui, j'essaye du coup, plutôt que de passer 6 heures à acheter une place de concert comme ça a pu m'arriver en comptant les places sur un plan 3D, j'avais des tocs, ça je le savais pas non plus, c'est la thérapeute qui me l'a dit. Et ben j'ai compris qu'aujourd'hui, je peux acheter une place en 2 minutes, paniquer un peu et en fait occuper mes 6 heures autrement. Et j'ai l'impression que le changement se fait dans des petites actions et que tout le monde peut changer, mais à condition d'accepter d'aller regarder nos parts d'ombre, je sais que tu en parles souvent, peut-être pas des parts d'ombre, mais des trucs qui nous plaisent pas ou qui sont dysfonctionnels, pour pouvoir ajuster notre pâte à modeler et la modeler autrement. Ça fait sens ce que je dis ou... Ça fait sens pour toi. Ça fait sens pour toi. Non, c'est très 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 loin de mes points de vue en fait. Ah ouais, ok. Ouais, c'est très très loin de mes points de vue. Si tu veux. Tiens, par exemple, je ne parle pas en termes d'ombre et de lumière pour une raison toute simple. Je sais en fait que le bien et le mal, ça existe. Il y a des actions qui font du mal et des actions qui font du bien. Je fais vraiment la différence. Je sais être un être humain. Et je sais qu'un être humain, ça contient la possibilité du pire et la possibilité du meilleur. Tout ça, c'est dedans. Ouais. On a coutume de dire dans les cercles ésotériques de développement personnel et de motivation qu'il est judicieux d'amener ce qui est de l'ordre de l'ombre à la lumière pour le transformer, etc., etc. Comme s'il fallait constamment tout nettoyer, tout purifier, tout élever.
Pour moi, c'est du discours religieux et j'ai beaucoup de mal à souscrire au discours religieux de purification, de nettoyage, etc. Pour moi, en fait, la part d'ombre ou la part de lumière, si on veut les appeler comme ça, mais je vais arrêter parce que je vais finir par avoir la nausée, je dirais plutôt... déjà, en fait, j'ai envie d'arrêter de les qualifier en positif et en négatif pour une raison toute bête. Par exemple, tu vois, l'agressivité, c'est considéré comme, en général, faisant partie de la catégorie ombre, dans la colonne mal. L'agressivité, c'est pas terrible. Mais imagine que j'aille à l'école pour récupérer mon enfant et que je vois quelqu'un le tirer par la manche pour le faire monter dans sa voiture. Là, l'agressivité repasse immédiatement dans le côté bien. Là, je vais en avoir besoin immédiatement et j'ai intérêt à pouvoir m'en servir. Il ne s'agit pas d'aller faire une méditation. Tu comprends ? Là, il va falloir que j'aille le chercher, mon gamin, et l'agressivité, c'est mon recours immédiat. L'agressivité, donc, de là où je regarde, n'est pas bien ou mal en elle-même. Elle est bien ou mal fonction de l'instant. C'est-à-dire l'agressivité, c'est bien et c'est mal, et ce qui la rend bonne ou mauvaise, c'est l'instant. Si toi, par exemple, tu me tends un café et que tu le renverses un peu, et que je te saute à la gorge, je dis « Ah putain, mais tu fais chier !» Là, l'agressivité, dans l'instant, elle est vraiment mal placée, donc elle est négative. Si on est en train d'embarquer mon enfant, l'agressivité, dans ce moment-là, elle est bien placée. Ouais. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que donc, tant qu'on reste sur ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est fonctionnel, ça c'est dysfonctionnel, etc., on continue avec nos petits dénis à toujours penser que nous on fait le bien, parce que lorsqu'on est hypocrite, on n'est pas hypocrite, on a peur de blesser. Donc on a le droit d'être des faux culs, mais on va juste lui redonner un autre nom. Et on se déguise à longueur d'année. Moi je considère en fait que les énergies ne sont pas positives ou négatives en elles-mêmes, mais que l'instant préside. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vivre décide de cette énergie est positive ou négative. Tu comprends ? Ouais. Ton instinct belliqueux, ta possibilité de te renfermer en toi, aujourd'hui, ce serait pas une bonne idée. Tu es dans une tranchée en Ukraine et tu viens de voir ton meilleur pote se prendre un obus dans la gueule, elle est d'un seul coup absolument nécessaire à ta survie. Et c'est vraiment l'instant qui préside. Donc tant qu'on considère et qu'on continue de parler comme ça, comme des gentils petits curés de notre ombre et notre lumière, en disant qu'on reconnaît notre ombre comme faisant vaguement partie de nous, mais qu'en travaillant sur nous, petit à petit, on deviendra lumineux, moi, effectivement, ça n'est pas du tout mon point. Mon point, c'est qu'il y a ça en moi, et qu'il serait judicieux de savoir que je l'ai. Donc je sais qu'il y a toutes ces capacités, elles sont en moi. Je ne suis pas une bonne personne. Il y a tout dans moi, il y a tout. Et il y a des trucs vraiment pas cool. Mais tant que l'instant ne préside pas, il n'y a aucune raison, en fait, de sortir ce potentiel de l'endroit où il est pour en faire action. Mais par contre, c'est à moi, c'est là, et j'en dispose. C'est pas la peine de faire un déni avec « non, mais pour moi, non, tu comprends », parce que non, c'est là. Et je pense que regarder les choses comme ça, déjà, ça aide à arrêter de tout qualifier en positif et en négatif. Ensuite, il y a un deuxième truc, qui est que lorsque je ramènerai cette ombre à la lumière, l'idée, ce serait de faire disparaître l'ombre. Mais le problème, si tu veux, c'est que, imaginons en fait que je sois plus qu'une bonne personne. Ça y est, c'est fini, j'ai fait un immense travail sur moi, je suis dans l'instant présent, je suis dans l'amour inconditionnel, et il n'y a que la lumière qui blablabla, je marche sur l'eau, gros, t'as vu ? Donc tout va super bien. Imagine que je sois comme ça. Mais d'un seul coup, lorsque je suis gentil avec toi. Mais du coup, je suis gentil avec toi parce que, pourquoi ? C'est même pas un choix. C'est pas un choix parce que comme je suis pas méchant, quand je choisis, je peux pas choisir. Si je choisis d'être gentil avec toi, c'est quand je suis méchant. Si je suis méchant et gentil, être gentil devient le résultat d'un choix. Si je suis bienveillant et malveillant, être bienveillant est le résultat d'un choix. Mais si je suis un béni-oui-oui bourré de lumière parce que j'ai travaillé sur moi, et que en fait je ne suis que amour, en fait quand j'aime, ça n'est pas le résultat d'un choix. C'est le résultat d'une obéissance servile à une espèce de Bible que j'aurais digérée comme ça, la Bible du bon comportement selon le dev perso 2.0. Et donc, selon cette Bible du dev perso, voilà comment on doit se comporter pour être une bonne personne. Eh bien, tu sais quoi ? Être gentil dans le moment-là ne me donnera pas un sentiment de choix. Être serviable ne me donnera pas un sentiment de choix. Être à l'écoute ne me donnera pas un sentiment de choix. Et moi, je suis entouré par des Occidentaux qui n'ont jamais mis les pieds en prison, qui n'ont jamais été enfermés et qui pourtant ont un désir de liberté extrêmement puissant. Et ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ils ont un tel désir de liberté ?
Et la plupart du temps, leur désir de liberté, il est à cet endroit-là. Ils ont abdiqué de leur liberté, parce que la liberté, c'est le choix, mais ils n'ont plus de choix, parce qu'ils sont des bonnes personnes. Pour avoir du choix, il faut pouvoir puiser dans un plus et un moins. Pour avoir un choix, il faut avoir des possibilités. Et nous, on renonce à ces possibilités en disant non, mais moi, en fait, je suis pas une mauvaise personne. Et même quand je fais de la merde, je fais pas de la merde. Et même quand j'ai tort, j'ai raison. Donc là, on ne choisit plus. Alors que lorsqu'on arrête de qualifier l'ombre d'ombre et la lumière de lumière, ben d'un seul coup, en fait, on sait qu'on est capable du pire et du meilleur. On sait en fait qu'on peut en avoir besoin et c'est l'instant qui préside et c'est l'instant qui va dire que ce pire est du pire ou ce meilleur du meilleur. Et c'est aussi par mon action que je vais choisir. Et là, d'un seul coup, ça devient hyper agréable lorsqu'on sait qu'on a le droit et toute légitimité pour dire je n'ai pas envie dans cet instant d'agir en étant le bien. D'un seul coup, si je le fais, c'est-à-dire si je suis malveillant, c'est mon choix. Et si je suis bienveillant, c'est mon choix. Alors que tu sais ce qui se passe? Les gens sont bienveillants mais ne choisissent pas parce qu'ils sont persuadés de n'être que ça. Et lorsqu'ils sont malveillants, ils se le cachent. Ils se le cachent en disant « Oui, mais attends, et comment j'aurais pu faire autrement? Et puis de toute façon, avec tout ce qu'on m'a fait, et machin. » Donc dans les deux cas, ils se le cachent. Et après, ils se disent « Mais où est ma liberté? J'ai l'impression que je choisis rien dans ma vie. » J'ai des questions rapides, enfin des questions-réponses rapides. Ouais, alors t'as vu, hein, justement, je fais des romans à chaque fois, excuse-moi, je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas, ça va être intéressant de voir comment tu peux rebondir là-dessus. Vas-y. Si ta vie était un film, quel serait le titre? Ce serait Danse avec les loups. Plutôt team karma ou team grosse poisse? Rien à péter. Karma ou grosse poisse, pour moi, en fait, ce sont des synonymes. C'est pour ça que j'ai pas capté la question. Ah ouais, ok. Ouais, okay. En fait, la notion de karma, pour moi, elle renvoie directement sur punition-récompense. Ouais. Et donc, l'existence d'une force extérieure qui passerait son temps à se demander ce que je fous et après me donnerait des bons points et des mauvais points. Je ne souscris pas du tout. Ok. Toi qui dis d'assumer toutes nos parts d'ombre, c'est quoi la dernière pensée moche que tu as eue? Je me suis dit que mon pote avait encore grossi. Ok. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi de 20 ans, ça serait quoi? À mon moi de 20 ans? Ouais. Trompe-toi encore. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus flippant? Voir son ombre ou voir son compte bancaire après une semaine de craquage? C'est une réponse? Ok. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on se raconte à soi-même? Qu'on n'aura jamais mal. Ou qu'on n'aura plus jamais mal. Tu dis que la sécurité n'existe pas, donc si demain ta banque fait faillite et que tu n'as plus d'argent, tu restes zen ou tu pleures? Peut-être que je pleure, peut-être que je reste zen, mais je reste uni. Si demain tu dois passer une journée dans la tête d'un autre, tu choisis qui et pourquoi? Celle de ma femme, pour savoir ce qu'elle veut. Si tout est vibration, alors quelle chanson résume ta vibe actuelle? Petit à tomber d'Alain Souchon. Ok. Je connais pas. Tu nous la chantes? Non. Si t'avais plus rien à prouver, tu ferais quoi demain matin en te levant? Je pense que si j'ai plus rien à prouver, il faudrait que j'attaque l'apprentissage de la charpente. Ok. Pour chez toi? Non, pour savoir ça, je suis fasciné. Ah oui, par l'apprentissage de la charpente, en règle générale. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le métier dont ces types-là me fascinent. Je sais pas, c'est le savoir-faire, l'intelligence qui préside à tout ça, c'est cette finesse, ces pensées, c'est d'où ça vient. Je sais pas. Je soupçonne en fait que c'est mon délire patriarcal sous-jacent qui passe son temps à vouloir mettre des toits au-dessus des gens. T'as des rêves aujourd'hui? Non. Non, c'est pas des. Non, allez, j'en prends un. Vivre vieux. Peut-être que là t'as répondu à la question aussi, mais t'as des peurs? Mourir après mes enfants. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont 6, 13, 16, 18, 21.
Waouh! Mais là, t'as l'enfance, l'adolescence, tout d'un coup. Oui, j'ai un peu de tout. Ils t'apprennent quoi au quotidien? À être moins con. De toute façon, on demande à n'importe quel parent, en gros, en fait, c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que tu leur apprends? Je leur apprends justement ce que j'aurais dit à mon moi de 20 ans. Trompe-toi. Trompe-toi et trompe-toi encore, en fait, parce que les trucs les plus merveilleux de ta vie, tu les as fait tu les as fait par erreur, tu les as fait par hasard, tu les as fait sans savoir que ça allait devenir quelque chose de magnifique. Quelle est justement ta plus grosse tromperie? Je comprends pas la question. Je parle de trompe-toi, et en fait, c'est en se trompant qu'on fait les plus belles choses. Donc, quel est le plus gros échec, quelque part? La plus grosse erreur sont mes 3 plus grands enfants, que j'ai tous fait par culpabilité, en essayant de me forcer à une vie qui n'était pas la mienne. Et c'est si j'avais su à quel point j'allais avoir mal et avoir peur, je ne serais jamais entré dans la relation. Alors que si j'étais pas entré dans cet endroit-là, je connaîtrais pas ces 3 merveilles. Et faire ces enfants par des choix bizarres et délétères, ça a été la plus magnifique erreur de ma vie, que je referais à fond. Ça peut paraître bizarre d'entendre ça. Non, c'est beau ce que tu dis. Enfin, moi, je trouve ça beau parce que j'ai pas d'enfant. J'ai été voir Panayotis Pasco, je sais pas si tu connais, qui est un humoriste qui fait un spectacle d'entre-deux, et il explique que l'entre-deux est compliqué. Mais j'adore ce type. T'as vu son dernier spectacle? J'ai pas vu son spectacle, mais à chaque fois que de toute façon, juste, il dégage un truc j'aime ce gars sans le connaître. Il parle de cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand on est sorti de l'enfance et l'adolescence où on faisait tout pour nous et qu'on n'a pas la responsabilité de cette mission de vie d'être parent. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? Et c'est vrai que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que finalement, et tu l'avais dit d'ailleurs au début, que ça t'a donné un sens quelque part, avoir des enfants. Oui, c'est ça donne un sens. Bah oui, moi tu sais, en fait, voilà, je suis sur le modèle un peu regrettable d'un gars qui court après sa bite et son couteau toute cette période-là, quoi. Et en fait, tes enfants te permettent d'arrêter de courir à être le plus riche, le plus fort, le plus intéressant, le plus ceci, le plus cela, et à t'ouvrir d'autres perspectives. Mais après, entends bien que ça n'est pas la seule voie possible pour s'oublier un petit peu. Disons que moi, j'étais tellement important à mes propres yeux que j'avais besoin d'une sacrée dose d'enfance, tu sais, pour devenir moins important à mes propres yeux. Donc, si tu veux, mes enfants, ce qui m'apporte vraiment, c'est ça. Ils me forcent à m'oublier d'une manière ou d'une autre, et j'en avais sacrément besoin. Mais il est des personnes plus humbles qui n'ont pas besoin d'avoir 5 gosses pour être capables de s'oublier un peu. Ça fait combien de temps que t'es marié? Ça fait 11 ans que je suis avec ma femme, là. Comment on fait durer un couple sur la durée? Comment on fait durer l'amour? On s'occupe pas de ce que l'autre fait pour nous. Au fond, on s'occupe, c'est pour moi la clé, on s'occupe de prendre un humain sur la planète, parce que j'avais le choix dans à peu près, à mon avis, 3,5 milliards de personnes vu mon orientation sexuelle. Et finalement, il s'est avéré que c'est elle. Et donc, 1 sur 3 milliards aidés, c'est une personne que je suis chargé de rendre heureuse. Et donc, c'est juste un angle de vue où tu demandes pas, en fait, ce qu'on est en train de te donner, pas te donner, si on te le rend, si on te le rend pas, si t'es comblé, si ceci, c'est cela. C'est simplement, en fait, mon idée, elle est toute simple. Je pense qu'on ne peut pas se rendre heureux pour des raisons de miroir. C'est-à-dire, on peut pas se donner des trucs. J'y crois vraiment pas. Et donc, quand tu as capté ça, tu y renonces et tu dis, bon, puisque moi je vais pas y arriver avec moi, je vais choisir une personne et je vais lui donner tout ce que j'aurais espéré pour moi, tout ce que je me serais espéré, je vais lui donner. Donc, pour moi, la clé, elle est à cet endroit-là. Je suis déterminé à faire en sorte qu'il y ait un humain sur la planète qui se sente en sécurité, qui se sente léger, qui se sente pas sous pression, qui vive pas avec quelqu'un qui est tout le temps en train de lui chercher des poux dans la tête, à lui foutre la pression et à le rendre responsable de ce qui va bien ou pas chez lui. Donc ce qui va bien ou pas chez moi, ça vient de ma façon de prendre la vie. Ça vient pas d'elle. Je la rends pas responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Et moi, en fait, elle me donne un axe, un angle, puisqu'en fait, le matin, je sais quoi faire, rendre une femme heureuse.
Tu comprends? Je dis comme ça, elle a de la chance. Oui, ça donne envie d'avoir un homme. Elle a de la chance, puis elle a de la chance de me croiser à un moment de ma vie où justement mes enfants m'ont appris à être moins con. Et c'est pas rendre heureuse dans le sens de passer ma vie à essayer de lui amener des petits déjolis avec des plages de sable blanc. C'est dans l'idée d'arrêter de faire chier les gens, d'arrêter avec des phrases qui font chier, de ne pas dire des phrases comme ah bah je te l'avais dit, ou des phrases comme ah bah j'en étais sûr, ou des phrases, enfin, tu vois, d'être sympa, d'être gentil en fait, d'être bienveillant avec elle. Tu parlais d'amour qu'on ne peut pas se donner. Toi, tu as le sentiment de t'aimer? Si tu veux, j'ai plutôt le sentiment de devoir laisser tomber ça, parce que c'est très piégeux. Presque les trucs pour lesquels je pourrais ne pas m'aimer sont peut-être les trucs les plus poétiques et les plus mignons à voir et que je pourrais aimer, mais que je pourrais considérer comme trop fragile ou trop impossible à montrer au reste du monde. Peut-être que les trucs dont je pourrais être les plus fiers pourraient être les trucs les plus puants chez moi, tu sais, t'es fier de ça, mais en fait, pour tout le monde, c'est vraiment ton côté le plus puant et toi, t'es super content de ça. Je pense que moi, ce truc-là de s'aimer, puis alors cette croyance de quand tu t'aimeras toi-même, tu pourras aimer le monde, oh là là, pitié, quoi, pitié. Pitié. Apprends à aimer les gens et tu finiras peut-être par être fier de toi. Juste avant de terminer, c'est vrai que je te l'ai pas demandé. Je sais pas du tout si ça t'intéresse. J'ai aucune idée. J'ai peur de la réponse. En fait, je suis passionné de numérologie. Ouais, ok, effectivement. Toi, t'aimes pas du tout? Je n'ai pas de problème avec tous ces trucs-là, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai un regard dessus, qui va peut-être pas abonder. Ouais, je me doute que toi tu penses plus à l'effet Barnum, sur le fait que je vais balancer potentiellement une généralité qui peut parler à 99,9% des gens. Non, du tout. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, mon angle là-dessus en fait c'est que toute technique, quelle qu'elle soit, qui soit destinée à savoir qui sont les gens et où ils vont aller, me font rire. Voilà, les gens sont impossible à attraper. Un être humain, c'est multiple, c'est complexe, c'est fait de tout et de rien, d'une multitude d'entrées tout à fait insaisissables, et essayer de faire rentrer ça dans quelque chose de congruent et d'explicable, j'y ai moi renoncé et je laisse les gens faire, mais c'est vrai que bon, voilà. Okay. Et l'idée que de lire dans le mar de café, dans les étoiles, dans les chiffres, dans tout ça, pour moi ne sont que des supports à nos perceptions qui, cela dit, existent. C'est-à-dire, je pense que quand tu t'assois devant quelqu'un, par exemple, ça fait un moment qu'on parle et tu viens d'apprendre plein de choses sur moi que je n'ai pas dites, mais que maintenant tu sais. Qui sont liés à ma façon de tenir mon micro, ma façon de te regarder, ma façon de me comporter, ce qu'il y a dans ma voix, ce qu'il y a dans tout ça. Tu as eu déjà une masse d'informations monumentales sur moi, mais on a l'habitude de croire que en fait il y a que ce qu'on regarde et ce qu'on entend, et que on s'arrête à cet endroit-là, alors qu'en fait tu as déjà énormément d'informations sur moi. Et comme tu vas, comme beaucoup de personnes, douter de tout ce que t'as déjà, de tout ce que tu sais déjà, tu vas demander ensuite à des numéros de valider quelque chose que tu as déjà saisi, que tu as déjà compris. Et ça va t'aider à te sentir légitime dans ta perception que tu as déjà eue. Alors, en l'occurrence, tes numéros complètement, mais c'est vrai que quand je fais des séances de numérologie, je suis des fois étonné de dire quelque chose où je me dis, mais ça ne correspond tellement pas à la personne. Après, je les connais pas, les gens, hein. Et de voir la personne qui dit c'est tellement moi, alors que j'aurais jamais, à ce moment-là, de la rencontre, été sur ce chemin-là. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que je veux dire que ces supports nous donnent le courage de dire des trucs qu'on n'aurait pas eu le courage de dire si ça venait de nous. Puisque d'un seul coup, ça vient pas de moi, c'est les chiffres disent, donc... Ouais. Tu comprends ? Et c'est une manière simplement de se mettre derrière en disant bon bah tiens, bizarrement, je n'aurais pas pensé, mais voilà, les chiffres disent ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu vois ? Oui, ouais. Et bon,
Voilà, Okay. voilà ce que j'en pense. Ok, donc peut-être on passe. Je sais pas, qu'est-ce que tu... je pouvais juste te dire en tout cas qu'est-ce que j'avais trouvé dans ta date de naissance. Ah mais avec plaisir, non, vas-y, vas-y. C'est rigolo, vas-y. Après on fait les lignes de la main ou comment ça... Non, on stoppe là. Ok. Non, mais vas-y, parle-moi de moi, j'adore. J'ai vu que tu avais ce qu'on appellerait un objectif de vie 7. Et le 7, en numérologie, représente la quête de vérité, la profondeur, l'introspection. En fait, l'archétype, c'est le grand sage. Enfin, le grand sage. C'est pas le grand sage, c'est le grand-père. Celui qui a besoin de se remettre en question, de se questionner, qui a besoin de philosopher, de réfléchir. L'inconvénient, c'est qu'il peut avoir la tête qui mouline beaucoup parce que ça, c'est la partie... En fait, quand il n'accepte pas, justement, d'être dans le fait que son cerveau réfléchit constamment à plein de choses, il va être dans le côté « je pense trop, c'est compliqué, c'est un problème ». C'est incroyable, c'est exactement moi. En fait, c'est pour ça que ça fait bizarre parce que en fait, je vois que t'es pas forcément que ça te parle, que t'es pas forcément. Si, chaque mot oui. tape. Franchement, le grand sage, le grand-père, l'introspection, le cerveau qui part trop vite, là, c'est totalement, ça colle. Ouais. Bon. On est en plein dedans. Mais c'est vrai que j'aurais pu le dire sans les chiffres en discutant avec toi et en te connaissant quelque part. Ouais. C'est le résultat, mais en vrai. Bon, mais et voilà, puis c'est pas parce que c'est évident que ça n'est pas à propos. Et ton chemin de vie, t'as du 9, et ça, tu me l'as dit en début, mais je l'aurais pas vu naturellement. Enfin, ça m'était pas venu comme ça. Je me suis trahi. Le 9, c'est une hypersensibilité au service de... ça peut être d'une communauté, d'un art, peu importe en fait de ce qu'on met dans la vie. Ouais. C'est le philanthrope, c'est le visionnaire, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le monde. Mais bien sûr, je suis tout ça. Et à mon avis, tu me sors le 3, le 4, le 5. Vu comme c'est beau, je prends tout. Hein. Alors, je suis pas sûr. Ah, parce que ça a l'air quand même sympathique, tout ça. Moi, je suis philanthrope, visionnaire, sage. Ouais, après, ça m'intéresse. Il y a le côté négatif, c'est-à-dire que... Merde. En fait, pareil... Les lis pas. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, j'avais peut-être pas pensé que tu avais une sorte de sensibilité. Je te pensais plus cœur de pierre que sensible. Ah oui, ouais, ok. Ah non, mais en fait, moi, je souscris pas trop à. Il y a des sensibles et il y a des pas sensibles. Ouais. Pour moi, en fait, c'est l'humain, l'espèce, qui est sensible. Tu comprends ? Et ma sensibilité, en fait, n'est pas une de mes qualités. N'est pas un truc que j'aurais que d'autres n'auraient pas. La sensibilité, c'est un truc qu'on a. L'humain, en fait, c'est sensible, c'est empathe, et parfois, lorsque tu es face à un humain que tu pourrais qualifier un cœur de pierre, c'est simplement un humain qui a réussi à se mettre à un endroit où il arrive à ne plus avoir mal. Et en fait, quand tu te mets à avoir un cœur de pierre, c'est simplement que ce cœur est sensible, sinon il n'y a pas besoin qu'il devienne une pierre. Les gens qui dégagent un espèce de truc de j'en ai absolument rien à cirer de rien sont peut-être simplement dans des stratégies qui leur permettent de pas avoir mal. Tout bêtement. Ouais. Et si tu veux, et j'espère que tu l'entendras avec moi, j'ai un peu de mal avec l'idée voilà, alors il y a des gens sensibles, il y a des gens plus empathes, il y a des gens plus responsables, il y a des gens plus sécurisants, il y a des gens plus ceci, il y a des gens plus cela. J'entends en fait, si tu veux encore, à travers tout ce langage, le besoin qu'on a de jouer à Donjons et Dragons dans des espèces de jeux de rôle où on serait tous des personnages importants d'une manière ou d'une autre. Comme si en fait les gens de peu qui simplement se lèvent, vont à l'usine, sont un peu plus moches que les autres et un peu plus pauvres que les autres, et qui sont pas plus sensibles ou pas plus intelligents ou pas plus atteints du spectre autistique ou pas plus machin, finalement alors tu vois, comme si à quoi bon, tu vois. Et la brosse à reluire et le besoin systématique de se donner des noms et des adresses. Ouais, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, allez, venez, on va se détendre parce que la douleur, elle est là pour tout le monde et pour toujours. Donc, allez, on redescend d'un cran, quoi. Ah, ça me fait un peu ça. Ouais, je comprends. Mais du coup, moi, j'aime bien. Enfin, j'ai pas de réponse d'ailleurs. J'aime bien cet outil. Maintenant, je comprends que. En fait, je suis pas étonné du coup que toi, ce soit pas un truc qui t'intéresse d'être mis dans des cases. Non, ça me dérange pas.
Ah bon? Non, vraiment pas. Je te dis, c'est pour ça que je les accepte volontiers. Ouais. Ça me dérange pas du tout d'être mis dans des cases. Ça me dérange pas du tout qu'on me mette des étiquettes. Ce qui serait plus dangereux, c'est que j'y crois et que je reste dedans. Ouais. Mais en fait, non, je comprends. Puis je comprends le besoin des gens, c'est de savoir à qui on a affaire, comment ils fonctionnent, etc. Et moi, ce que j'entends derrière ton truc, c'est ton intérêt pour l'autre et que je trouve magnifique. Tu vois, je trouve ça cool. Peut-être que les gens pensent que tu fais ça pour te rendre important, mais peut-être qu'ils ne se rendent pas compte du taf que ça nécessite et des peurs que tu transgresses pour aller à chaque fois t'intéresser. Et ça, je trouve ça noble. Donc que tu t'intéresses à moi, non, j'apprécie énormément. Et je dis vraiment pas ça pour balayer comme si non, me faites pas ça, on s'en fout. Je réponds pour moi, pas pour les gens, hein, vraiment. Ouais. Et c'est marrant en fait ta réponse parce que elle nous ferait presque oublier un truc. Ma façon de voir le monde, je ne la désire pas pour le monde. Ma façon de voir le monde, je ne veux pas que le monde pense comme moi. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que ils ont la conscience éveillée et que lorsque le monde pensera comme eux, le monde ira mieux. Je ne veux pas d'ailleurs que le monde aille mieux. Le monde est fait de gens qui sont en train de regarder le monde depuis leur fenêtre, sûrs de ce qu'ils sont en train de regarder. Et je ne suis pas placé pour dire, moi de là où je regarde, c'est bien plus judicieux et vrai que de là où tu regardes, toi, qui que tu sois. Donc je suis vraiment pas dans ce truc-là. Donc quand tu me demandes si j'aime ou pas, ou que je souscris ou pas à la numérologie ou aux étiquettes ou aux cases, etc., c'est pas un truc que j'utilise. Ce que ça génère autour avec l'idée de voilà comment tu es, voilà comment tu fonctionnes, etc., je ne pratique pas. Mais je n'ai pas de dédain ou de machin pour des gens qui pratiquent. Surtout que, je te le dis, ce que je vois, c'est que pour eux, c'est un prétexte, une entrée, une porte d'entrée vers l'autre. Et quelle qu'elle soit, je trouve que juste ton désir d'altérité, il te sied, il te va bien. Tu vois ? Et moi, je le perçois comme ça. Ok. J'ai vraiment pas envie que le monde pense comme moi. D'ailleurs, ce serait vraiment un monde de relous. Je serais fatigué d'avance, tu vois. Et pour terminer avec ma question signature... Il y a une question signature. Ouais, bah oui, j'aurais dû me renseigner. Faut bien qu'il y ait une question signature. Bah, elle est pas compliquée, je pense qu'on l'a... Enfin, en fait, vu que j'arrive je te connais déjà, là, depuis 1 heure. Je pense que j'ai la réponse, mais je vais quand même te poser la question. Allons-y. Enfin, où je dis ça. Quelle présomption. Je sais même pas si c'est le bon mot. C'est pas grave, peu importe. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans la vie? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Allez, c'est quoi? Attends, faut pas que je merde là-dessus. J'ai vraiment envie de répondre. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'être super sincère. Et je cherche. Et ça va peut-être te paraître bizarre, mais enfin, j'ai pas. Parce que j'ai le moment où j'ai eu le sentiment que j'allais le plus me mettre dans la merde et renoncer à ma liberté et tout ça, c'est la naissance de mon dernier enfant. C'est-à-dire que j'avais que des enfants qui commençaient d'être grands. J'étais sorti de ce truc-là. Les enfants, ça fait peur parce que les enfants, ça meurt facilement et vite, et les grossesses, ça fait peur et tout ça. Et puis après, ça t'oblige et ça te coince et tu te sens, tu crois que, etc. Et puis je sortais d'une relation où j'avais peur de retourner dans une relation. Et si tu veux, je voulais juste vivre ma vie de bohème d'un gars qui a déjà des enfants grands, puis on passe à autre chose, etc. Et je voulais pas replonger, repiquer à tout ça, qui est tout un monde. Et en fait, aujourd'hui avec le recul, je sais pas comment j'aurais fait, comment j'ai pu imaginer vivre sans connaître le dernier, quoi. Tu vois. Voilà ça me bouleverse, mais c'est ça le truc, c'est ça le saut que j'ai failli pas faire et qui aurait été le plus dommageable, ne pas connaître ce garçon. J'ai l'impression que dans ce que tu partages là, en fait, déjà merci pour ce partage, mais tu partages l'amour. Ouais. Merci, mais voilà, en fait, je voulais répondre vraiment sincèrement, donc je savais que j'allais plonger dans l'émotionnel. Il y avait tellement de réponses, tellement plus efficaces. Mais j'avais envie de te faire un cadeau, quoi.
Merci beaucoup. Merci à toi, Nico. On va terminer dessus. Merci. Et sortir les mouchoirs. Pour ceux qui veulent te retrouver, il y a ton site internet. Oui, il y a tes livres, ouais, tes immersions. C'est ça. Et puis il y a tout un circuit qu'on vient de fabriquer avec mon collaborateur Arnaud, qui s'appelle l'Odyssée, et qui apporte un point intéressant qu'on n'a pas soulevé parce que voilà, on a suivi le film, mais qui est assez intéressant, qui s'appelle l'Odyssée, parce que je considère que la découverte de soi, c'est une sorte d'Odyssée. Mais on l'a appelé l'Odyssée parce que le but de l'Odyssée, c'est revenir à la maison, c'est revenir au port. Et je trouve que dans le développement personnel, on parle souvent en fait d'une espèce de montée permanente et de découverte permanente et d'une ouverture qui n'en finit plus. Et avec Arnaud, on était déterminés à proposer aux gens un point final à leur quête. C'est-à-dire qu'on considère qu'une quête doit avoir un début, un milieu et une fin. Et on parle pas assez de la fin du développement personnel lorsqu'on est capable de dire « Ok, j'ai trouvé ce que j'avais besoin de trouver, j'ai rencontré ce que j'avais besoin de rencontrer, et je suis capable maintenant de rentrer à la maison, de redevenir celui que j'étais au début, en sachant maintenant ce que je sais et en sachant comment me comporter, mais mettre un point final à ma quête. » Et donc on a mis ce truc-là en place, et c'est un circuit donc qui s'appelle l'Odyssée avec des étapes, et j'espère que chacun se retrouvera dans une étape et pourra un jour retrouver le chemin qui ramène à la maison. Merci beaucoup Franck. Merci Nico. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense que t'as pu entendre, c'est une interview dense où personnellement j'ai appris beaucoup de choses, et j'espère que toi aussi, ça t'a permis en tout cas, tout comme moi, d'avoir un nouvel éclairage sur la vie. Prendre du recul, c'est quelque chose qui ne se fait pas sûrement en 3 minutes, mais en y mettant de la conscience, je pense qu'on peut vraiment prendre du recul. En tout cas, merci d'être toujours aussi présent pour ce 101e épisode. Tu sais que t'as l'épisode bilan, le 100e, qui est vraiment un épisode où je parle de ce podcast et des 100 premiers épisodes. Tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide grandement à me permettre de toujours avoir des invités les plus inspirants que les autres. Ton aide est absolument précieuse. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut.